Une chanson douce que me chantait ma maman en suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Alors, être enceinte, c'est quand même un drôle de chose quand même, je trouve. Sûr. C'est quand même une belle aventure. Et moi, je me rappelle quand je suis tombée enceinte, il s'est passé plein de choses. Donc personne ne le voyait, parce que ça se voit pas. Moi, je le savais, mon mari le savait. Je savais pas toute l'aventure qui allait se passer, mais en tout cas, j'avais déjà des manifestations physiques, bien sûr, et puis un petit peu, et beaucoup, je vais dire psychiques, plein de questions. Et je crois que ça, c'est important qu'on puisse en parler de tout ça. Oui. Alors je crois que d'abord, la grossesse, elle est vécue comme tu le dis actuellement, parce que y a pas de... personne ne se pose la question avant, dans le désir d'enfant, suffisamment en profondeur. Oui. C'est-à-dire, si on se posait la question et qu'il y avait vraiment un temps consacré à réfléchir pour soi-même et avec son conjoint du désir d'enfant, les choses se passeraient déjà beaucoup plus simplement dans la grossesse. Mais de toute façon, très souvent quand même, la grossesse survient un peu comme ça, on l'a voulu, plus ou moins, ça vient un peu comme par surprise, et quand même de toute façon, quand on a le diagnostic de grossesse, eh ben, ça fait un choc, ça fait une surprise, ça fait, cette fois-ci, même si on l'a voulu, il y a quelque chose qui devient concret et qui est une petite secousse quand même. Et on va dire qu'il va se passer donc deux choses importantes, des choses au niveau physique et des choses au niveau psychique qui vont se raccorder ensemble pour proposer une expérience. Au niveau physique, bah oui, il y a une espèce de fatigue qui arrive, tout d'un coup, il y a quelque chose on sait très bien que souvent il y a même des problèmes digestifs, des nausées, des choses comme ça, souvent les femmes en parlent. Et justement, cette préparation, on a repris tous les signes que les femmes avaient de façon constante pour essayer de comprendre. On n'a pas pris tout ce qui est en périphérie. Mais c'est vrai que la fatigue, elle arrive tout de suite. Elle est due d'ailleurs à une baisse de la tension artérielle. La tension artérielle chute, et cette chute de la tension artérielle, elle va produire du coup une moins bonne adaptabilité à l'effort en particulier. Il y a les nausées, parce que il y a des modifications dans la digestion qui vont agir, mais surtout il y a des modifications au niveau du psychisme. C'est-à-dire que le fait d'être enceinte produit naturellement des questions. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a quelque chose qui se dit... cette fois-ci, ça y est, j'y suis, une nouvelle étape de ma vie arrive, et donc plein de questions vont arriver. Et ces questions, elles vont être, pour la mère, mais c'est quoi être mère? Comment est-ce que est-ce que ça va trop changer mon corps? Comment ça va se passer dans ma vie professionnelle, etc. Et pour l'homme aussi, bien évidemment. Et donc, ça secoue tout un équilibre de vie, rien que cette question secoue un équilibre de vie qui fait venir de multiples interrogations, inquiétudes, voire même quelquefois des peurs. Et le plus souvent, ce qui est dommage, c'est que le plus souvent, eh bien, on attend que ça passe. Alors qu'au contraire, toutes ces interrogations, on devrait en tenir compte. Et donc je dirais que la conjonction de ce qui se passe à un niveau physique, qui est cette fatigue, qui fait que la fatigue fait qu'on peut moins faire de choses, on peut moins faire d'efforts. Quand on peut moins faire de choses extérieurement, avec son corps, avec toute son énergie, eh bien ça veut dire qu'on a plus de temps pour la vie intérieure. Donc je crois que le premier trimestre, c'est vraiment ça. Moins en faire dehors, parce qu'il y a justement un travail intérieur à faire pour trouver un apaisement par rapport à toutes ces questions qui arrivent. Et donc le premier trimestre, pour moi, il est vraiment se tourner vers cette vie intérieure et essayer de voir clair dedans. Et bien sûr, tout à l'heure je disais, on se pose la question, c'est quoi être mère pour une mère ou c'est quoi être père pour un père? Et bien évidemment, ça va toucher notre histoire personnelle. C'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, cette simple question va faire référence à comment j'ai vécu la relation à ma mère, comment j'ai vécu la relation à mon père, comment ça s'est passé. Et quand ça s'est bien passé, ça va. Quand ça ne s'est pas bien passé, ça crée des inquiétudes. Et moi, dans mon cabinet, j'ai vu je ne sais combien de fois des femmes me dire, dès le début de la grossesse, « Ah, vous savez, docteur, moi, mes parents, ils ont fait comme ça avec moi, c'était trop difficile. Moi, je ne vais pas du tout faire comme ça, je vais faire l'inverse. » Il faut bien comprendre que faire la même chose ou l'inverse, c'est pas mieux. Donc, s'il n'y a pas un travail qui se fait consciemment, une décision consciente de faire quelque chose de ces questionnements qui surviennent au premier trimestre, on passe à côté d'une expérience. Et cette expérience, elle va être justement apaiser dans le présent les questions, les interrogations, les peurs, mais aussi faire un travail sur le passé pour apaiser son passé, justement ce passé douloureux, et ça va être tout l'enjeu du premier trimestre.
tu dis vie intérieure, moi je me rends compte aujourd'hui, bon, c'est quelque chose que je fais dans mon cabinet puisque j'accompagne aussi des femmes. Vie intérieure, c'est quand même un terme qui n'est pas simple, je trouve. Enfin, vie intérieure, on se dit quoi? C'est quoi cette vie intérieure? Comment tu le dirais, toi, cette notion de vie intérieure? Comment tu le définirais? Alors, on va le voir au fil du temps parce que c'est une question très complexe. Et c'est vrai que autant on connaît bien l'anatomie, la médecine connaît bien le corps, autant le psychisme, c'est quelque chose qui est très flou pour la plupart des humains et qu'il faut vraiment s'y intéresser, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Il y a une particularité, on va dire, dans le fonctionnement humain, il y a quelque chose de très particulier qui est le fait que nous sommes capables psychiquement de voyager dans le temps. Ce qui n'est pas possible chez l'animal, ça a été montré par des chercheurs. L'animal, on peut échanger avec un animal, mais c'est toujours dans le présent. Ça a été montré, bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais l'humain a cette capacité de voyager dans le temps et donc de pouvoir penser le passé et penser le futur. C'est un avantage énorme. C'est-à-dire être capable de raconter une histoire est quelque chose de spécifique à l'humain. Mais ça a un inconvénient, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'inconvénient, c'est que le présent va être teinté du passé. Si le présent réévoque quelque chose du passé, ce passé va venir perturber la perception du présent. Je vais le dire autrement. Avant toute action humaine, il y a un processus qui est toujours le même, qui est une perception. Cette perception va entraîner un enchaînement de pensées. Cet enchaînement de pensées va produire une décision. Et tout ce processus est plus ou moins conscient, ou je dirais plus ou moins inconscient. Et ensuite, il y a l'action. Si cette action est issue d'une perception qui est de la réalité, l'action va être juste. Si cette perception est polluée par une douleur du passé, l'action va être fausse. C'est l'histoire, pour ceux qui connaissent, de la Madeleine de Proust, ou Proust, parce que tout d'un coup, il avait l'odeur de la Madeleine, ça lui rappelait l'amour de sa grand-mère, parce que sa grand-mère lui faisait des madeleines avec amour. Et j'ai l'habitude de dire que si la grand-mère avait été acariâtre, il aurait trouvé l'odeur de la madeleine mauvaise. Et donc ça veut dire que ce n'est pas la chose en elle-même qui compte, c'est le vécu de la chose. Dans un souvenir, ce qui compte, c'est ce vécu. Et ce vécu va agir dans le psychisme humain de façon négative quand il y a eu des douleurs sur notre perception de l'instant présent. Ce qui veut dire que toutes les douleurs d'une femme avec sa mère ou avec son père, ou etc., toutes les douleurs d'un homme avec aussi sa mère et son père, où on n'essaye pas quand même de faire une certaine résilience, une certaine réconciliation, elles vont agir de façon négative dans la parentalité. Et le premier trimestre fait tout pour apaiser les choses, pour qu'on arrive avec des parents plus justes dans la parentalité, parce que moins empreints de ces douleurs du passé, moins voulant réparer ou bien faire le contraire, etc., comme on le disait tout à l'heure. Donc dans ce que tu expliquais, moi j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un parallèle entre finalement sa propre vie et ce qu'on a vécu dans son passé et ce qu'on est en train de construire dans notre famille avec cet enfant qui arrive. L'idée, c'est de se mettre en paix, de mettre de la paix, de la réconciliation sur ces mécanismes-là et ces relations-là pour pouvoir accueillir au mieux l'enfant. Tout à fait, tout à fait. Et alors, ce que tu soulèves, c'est aussi le père. Le père, lui, il n'a pas forcément, bien évidemment, les signes physiques, il n'a pas la fatigue, il n'a pas ça. Mais justement, parce qu'il a une relation avec cette femme, une relation d'amour, il partage l'expérience. C'est-à-dire que s'il y a une vraie relation entre eux, il y a quelque chose où lui aussi il rentre dans l'expérience. D'abord, lui aussi il va être père, lui aussi ça va toucher un certain nombre de questions. Il a moins la fatigue, mais il est incité aussi à se reculer en lui-même, à se reculer de toute l'agitation de la vie courante pour se poser ces questions. Lui aussi il doit s'apaiser avec ces questions. Et donc il y a une complémentarité dans le couple où chacun fait un travail, devrait faire, est invité, je dirais, à faire un travail personnel pour que justement, en s'apaisant avec soi-même, la relation de couple soit plus forte, ce qui est nécessaire dans l'éducation de l'enfant après et dans toute la vie. Ce qui est intéressant là dans ce que tu dis, c'est que finalement, si on n'a pas pu faire ce travail avant, là, la vie nous offre l'opportunité de faire ce travail. Et pas seulement de faire ce travail pour soi, se mettre en paix de façon individuelle, mais aussi le faire pour son enfant. Donc il y a quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende. Et finalement, je pense que c'est ça l'amour. Ouais, c'est ça, oui.
C'est vrai que je pense vraiment que dans une vie humaine, c'est le moment où on est le plus incité à faire un travail intérieur. Alors je sais bien que le travail intérieur de nos jours, où c'est perçu comme pour ceux qui vont pas très bien, alors que ça devrait être tous les humains devraient faire ça. Tous les humains ont un passé plus ou moins douloureux, tous les humains devraient être invités à cette réconciliation. Mais c'est vrai que le fait qu'on attend un enfant produit une énergie supplémentaire, si vraiment on le fait par amour. Et comme tu le disais tout à fait justement, eh bien, cette énergie complémentaire, elle va faire qu'on est d'accord pour faire cet effort. On est plus enclin à faire cet effort, pas simplement pour nous, mais pour nous et pour cet enfant. Et je crois que c'est ça l'amour, comme tu le disais, c'est que si on aime, et qu'on sait que c'est important pour renforcer l'amour de faire ça, on va le faire. Et que le premier trimestre, comme je le disais, il incite à ça. Le premier trimestre incite à ça. J'ai vraiment le sentiment qu'en fait, il y a une invitation à rétablir la vérité pour soi-même, comprendre encore une fois ces mécanismes qui nous ont formés et revisiter ce qu'on a vécu quand on était enfant, comprendre le monde de ce père, de cette mère, de nos parents, pour rétablir la vérité de chacun et mettre une paix là-dedans et pouvoir justement se laver de toutes ces rancœurs et vraiment rentrer dans une réconciliation. Et qui du coup va permettre quelque chose de magnifique, qui derrière, dans ce qu'on est en train de construire avec sa famille, avec son mari ou sa femme et cet enfant qui arrive, eh ben, y a vraiment, on est prédisposé pleinement à l'amour en fait. Bien sûr. Alors le processus, j'ai commencé à en parler, c'est le fait que quand on perçoit quelque chose, si cette perception est liée à quelque chose de notre passé douloureux, elle est altérée. Étant altérée, elle va produire tout le processus psychique et une action qui est fausse. Par exemple, une femme, je prends l'exemple d'une femme, ça pourrait être un homme, mais une femme qui s'est sentie abandonnée par ses parents parce qu'ils étaient très occupés, eh bien, elle va couver son enfant de façon exagérée. Et puis celle qui a été trop couvée, elle va le laisser libre de façon exagérée. C'est-à-dire que le balancier va d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire qu'on va passer, par exemple, d'une femme qui a été trop couvée avec un enfant qui finalement elle va le laisser tellement libre que lui se sentira abandonné. Alors il va couver son enfant. Donc on est dans un cercle qui n'en finit pas. C'est très schématique ce que je dis, hein, mais c'est ça. Donc ça veut dire que à partir du moment où il y a une douleur, et il faudrait se poser la question de d'où vient cette douleur. Il y a un phénomène de compensation si tu as souffert de quelque chose, ou alors tu vas répéter exactement la même chose, ou alors tu vas compenser si tu as été abandonné, ou alors tu vas surcouver tes enfants, ou alors tu vas répéter le même mécanisme. Donc cette douleur-là, elle influe dans ta vie actuelle et dans ce que tu vas faire vivre à ton enfant. Donc l'important c'est de se retrouver, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, ce mécanisme-là. Quand une femme me dit, ben voilà, je suis enceinte et j'ai tendance à vouloir faire l'inverse parce qu'elle me dit j'ai souffert de ça. Si elle me dit j'ai souffert de ça, c'est que dans son passé, il y a un certain nombre de souvenirs où les choses se sont concrétisées. Et très souvent, quand je leur dis ça, elles me disent « Oh non, mais je ne sais pas bien, mais elles ne savent pas bien parce qu'elles n'ont pas laissé remonter les souvenirs. » Et donc, le principe, c'est de laisser remonter le souvenir, un moment où ça s'est passé, avec ses parents, avec son oncle, sa tante, etc. Et là, on est dans du concret. Parce que une fois qu'on a ce souvenir, on peut agir. Tu demandais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire? Première chose, c'est regarder la douleur en face, et dire par exemple pour cette femme, eh bien moi je me suis senti abandonné par mes parents, et laisser remonter un souvenir où ça s'est concrétisé pour elle, où elle l'a vécu comme ça. Quand on a le souvenir précis, c'est laisser remonter ce souvenir dans la précision et voir la douleur de l'enfant. Et il faut comprendre que c'est assez simple, c'est que quand on fait ce processus, on est vraiment en contact. Il faut être en contact avec son cœur, avec la douleur de l'enfant, la rééprouver. La douleur dans le présent fait revenir le souvenir. Le souvenir, on rentre dedans jusqu'à l'éprouver avec son cœur, complètement. Et là, il y a enfin quelqu'un, nous, l'adulte qu'on est aujourd'hui, qui est en contact avec cet enfant qui a souffert et qui le perçoit dans son cœur. Donc déjà, l'enfant n'est plus tout à fait seul. Il est avec l'adulte qu'il est devenu, mais il n'est plus tout à fait seul. Et déjà, ça produit un apaisement. La deuxième chose qui va se passer, c'est que ensuite, maintenant, si je prends ton exemple, tu es un adulte, je suis un adulte. Cet adulte, il va donc pouvoir avoir une autre maturité
cette maturité d'adulte, va pouvoir relire l'événement différemment. C'est-à-dire qu'on a eu une première lecture d'une petite fille, on va dire de 4 ans, qui a lu l'événement à partir de la maturité de la petite de 4 ans et qui dit vrai avec cette maturité. Et on a maintenant une maturité d'adulte qui va relire l'événement et qui va dire vrai aussi. Et donc, globalement, on va avoir la perception depuis l'enfant, la perception depuis l'adulte. Et quand on regarde la perception de l'enfant, on comprend l'enfant. Quand on regarde le monde de l'adulte, on comprend l'adulte. Ça n'enlève pas la douleur dans le passé, ça enlève l'aigreur par rapport au passé. Et c'est ça qui est important. La réconciliation, c'est pas enlever la douleur, c'est enlever l'aigreur. Quand on enlève l'aigreur, on revient à la réalité. C'est-à-dire que ce travail permet de revenir à la réalité et de se dire, alors maintenant, comment je vais me comporter avec mon enfant? J'ai compris que l'enfant abandonné, il souffrait trop. J'ai compris que l'adulte avait peut-être été maladroit, etc., etc. Mais comment je vais faire? Et donc on revient, le balancier ne va plus ni à droite ni à gauche, il va à quelque chose qui est plus juste au milieu. Et donc tout le travail que propose le premier trimestre et que nous incitons à faire, c'est ça. C'est prendre chaque douleur, chaque peur, et puis de se dire à partir de ça, alors qu'est-ce que ça évoque? Je vais donner un exemple précis de quelque chose qui est non pas dans le passé, mais qui est qui est dans le passé, mais très récent. On sait très bien, par exemple, qu'une femme qui a fait une fausse couche et qui est enceinte, moi je l'ai vu 50 fois, on l'a tous vu, quand elle arrive et qu'elle est enceinte, elle a peur. Elle a peur de quoi? De faire une fausse couche. Pourquoi? Parce que l'année dernière, elle a fait une fausse couche, qu'elle a perdu cet enfant, qu'elle le souhaitait et qu'elle en souffre. D'un point de vue strictement, j'allais dire, médical, technique, elle n'a aucun risque de faire une fausse couche, de risque de plus de faire une fausse couche, cette fois-ci, que la fois précédente. La fois précédente, elle n'avait pas peur parce qu'elle n'en avait jamais fait. Cette fois-ci, elle a peur parce qu'elle en a fait une. Mais statistiquement, il n'y a pas plus de risque. C'est donc bien que le passé agit puissamment sur le présent. Et que c'est la douleur de cette fausse couche qui fait qu'il y a maintenant une peur. Si la fausse couche était bienvenue parce qu'elle ne voulait pas être enceinte, ça ne laisse pas de traces. Et pourtant, il y a bien une fausse couche. Donc, ce n'est pas l'événement fausse couche qui compte, c'est le vécu de la fausse couche qui laisse une trace ou pas. Et ça, c'est très important à comprendre. Plus on recule dans le temps, plus les douleurs ont été violentes pour le petit enfant, et plus ça agit sur notre présent. Et donc, tout le premier trimestre fait ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire à une femme, écoutez, laissez remonter. Au lieu de fuir vos peurs, fuir vos douleurs, regardez-les en face, laissez monter le souvenir, laissez dire à la petite fille, ou au petit garçon, si c'est l'histoire d'un homme, tout ce qu'il a à dire de cette douleur, de tout ce qui s'est passé pour lui. Ensuite, une fois que vous avez vraiment vidé votre sac et que vous avez été touché dans votre cœur, essayez de voir maintenant en tant qu'adulte, qui comprend le monde des adultes, que l'enfant ne comprenait pas, pourquoi l'adulte s'est comporté comme ça? Peut-être qu'il a fait en fonction de choses que vous n'aviez pas compris. Peut-être qu'en effet, il a été maladroit. Qui n'est pas maladroit? Et donc, on peut comprendre la maladresse. Nous-mêmes, on sait bien qu'on est maladroit, les uns et les autres, quand on est adulte. Quand on est enfant, on a une espèce de désir d'idéal, mais quand on est adulte, on le sait bien. Et donc, ce travail, comme je le disais, il permet une réconciliation, il permet d'enlever l'aigreur, et donc de retrouver une perception juste de l'événement. Et donc ça, dans la parentalité, ça va être important tout le temps, d'essayer d'être juste avec son enfant. Et c'est ça, renforcer l'amour. Renforcer l'amour envers soi, renforcer l'amour au passage dans le couple, et renforcer l'amour avec l'enfant en étant plus juste avec lui. Alors moi, ce que je trouve génial, c'est qu'il y a une espèce de, je vais dire, de magie, comme une espèce de grande sage-femme de la vie, qui décide finalement, enfin qui nous aide, pas qui décide, qui nous donne finalement toutes les clés. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que si on fait le lien avec ces manifestations physiques et psychologiques, on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui va tendre vraiment, que tous les éléments nous sont donnés. La fatigue, elle va nous ralentir pour pouvoir avoir le temps de se poser des questions. Quand on fait un travail sur soi, on est rarement en train de courir dans le cabinet du psy. On se pose, on prend le temps de laisser remonter les choses. Et puis moi je trouve que cette femme, elle est hyper sensible. C'est comme s'il y avait une espèce d'écran qui s'était affiné. Oui, oui. Elle est sensible quand elle regarde un film, elle est sensible quand elle a la vie en général. Et finalement, le fait de lier vraiment ces modifications physiques avec ce qui se passe dedans,
Finalement, c'est comme une espèce de grande sage-femme, une grande magie de cette grossesse qui permet tout ça. Tout est calé, tout est bien là où il faut finalement. Oui, grande sage-femme, ouais, C'est ça. tout à fait. Alors, ce qui est tout à fait frappant dans ce que tu dis et que je retrouve complètement, c'est le fait que le travail est facilité, c'est ça qui est incroyable. Puisque tu es psychologue, tu le sais bien, c'est-à-dire qu'une femme qui fait un travail sur elle-même en dehors de la grossesse et qui continue pendant la grossesse, elle va beaucoup plus vite pendant la grossesse qu'en dehors de la grossesse. Et donc, il y a des gens qui se sont posés la question, comment c'est possible? On ne sait pas exactement ce qui se passe. Mais Monique Bydlowski avait travaillé là-dessus, elle avait appelé ça la transparence de la grossesse, le fait de voir beaucoup plus facilement en soi-même. Il y a plusieurs qualités qui sont données et on ne sait pas exactement comment ça se passe. C'est cette capacité à faire revenir le souvenir beaucoup plus vite, à accepter ce qui s'est passé, à le regarder de façon beaucoup plus neutre, à être beaucoup plus en contact avec son cœur. Et donc tout ça, ça facilite le travail. C'est vrai que du point de vue, moi si j'étais psychologue, je dirais aux femmes, quand vous êtes enceinte, profitez-en, allez-y à fond, quoi. C'est ce que je dis. Parce que tu leur dis. Parce que c'est vrai qu'après, quand on les a en dehors de la grossesse, on voit que c'est beaucoup plus difficile. Et donc il y a quelque chose qui est vraiment facilité dans ce travail psychique, non seulement pour apercevoir pour voir les choses, mais aussi pour accepter, et plus qu'accepter, pour trouver l'amour. Il y a vraiment une capacité à la tendresse, une capacité à la réconciliation. Il y a quelque chose qui est offert par le fait d'être enceinte, de porter la vie en soi qui est offert. Et en profiter, c'est vraiment très très important. Ouais.